Je suis chez Bruno Blum. Je confirme. Ben oui, alors bonjour déjà. Bonjour tout le monde. C'est dans Paris, enfin dans les alentours de Paris. Et déjà quand on rentre chez Bruno Blum, on sent un être qui est ouvert, intelligent. Je commençais déjà à faire de la pommade, hein, ça c'est toujours bien en début d'entretien, mais qui n'a pas une structure particulièrement bien formatée de l'esprit. Bref, pour faire court, on sent l'artiste. Oui, écoutez, oui, j'ai beaucoup d'activités très différentes. Oui, alors, musicien, musicologue, dessinateur, vous avez fait des BD, et puis auteur, plein de livres. Alors on va surtout parler de celui-ci aux éditions Mama Édition, de viandard à vegan. De viandard à vegan, le titre explique bien la chose, il y a même un sous-titre, pour que vivent les animaux. On a tout compris, il faut arrêter le massacre. Là, si vous avez tout compris, quelle est votre première question? La première question est de savoir si vraiment les animaux ne sont pas sur Terre pour nous être agréables et utiles au niveau de l'alimentation. Sûrement pas. Ça, voilà, des réponses courtes. Moi, on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un de bavard en face de moi, mais là c'est court. Au niveau religieux, il y a quand même ça. C'est-à-dire que nous, êtres humains, nous sommes au top de la création, et puis les autres, c'est nos esclaves, et ils sont là pour nous nourrir. Disons que c'est une interprétation qu'on peut faire notamment de la Bible, mais ça n'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible, puisque dans la Genèse, après le sketch du serpent d'Adam et Ève, la première chose que Dieu dit aux hommes, c'est qu'il leur donne les arbres portant graines et les plantes à manger. Et ce qui est remis en cause par la suite, notamment avec le feuilleton de Noé et de ses enfants, etc. Mais on peut dire que dans la plupart des grandes religions, on trouve des allusions à la protection animale et au refus de consommer leur chair, simplement parce que c'est pas nécessaire, je suppose, j'en suis même sûr. Et donc on retrouve ça chez les prêtres égyptiens, on retrouve ça dans le judaïsme, on retrouve ça par ricochet, on trouve ça dans les religions chrétiennes. Oui, les cathares. On trouve ça chez les cathares. Alors les cathares, pour savoir, les gens qui les ont martyrisés et qui voulaient savoir si vous étiez cathare, leur donnaient un poulet et leur disaient « égorge ce poulet ». Et si on refusait d'égorger ce poulet, on était brûlé vif. C'est comme ça qu'on pouvait savoir si quelqu'un était cathare ou non, puisque les cathares refusaient de tuer. Voilà, donc tout ça, ça a des racines quand même très profondes dans la religion, et je ne parle que des religions, disons, occidentales, mais on pourrait aller, on devrait aller voir du côté des bouddhistes, on devrait aller voir du côté... Alors les bouddhistes sont tous végétaliens, à l'exception des bouddhistes tibétains, et les bouddhistes, comme les taoïstes et comme bien d'autres philosophies asiatiques, se tournent vers les jains, qui sont le plus ancien mouvement, on va dire, philosophico-spirituel d'Inde, et qui sont, alors, eux, totalement, absolument végétaliens, véganes, c'est-à-dire qu'ils ne consomment aucun produit animal, comme moi, notamment. Depuis combien de temps vous êtes passé de viandard à vegan? Alors, j'ai commencé, je suis végétarien depuis 1980, et au fil de mes prises de conscience successives, j'ai évolué vers le respect total des animaux, c'est-à-dire que je m'abstiens totalement de consommer tous les produits animaux, quels qu'ils soient, et ça, c'est depuis 2011. Mais enfin, déjà avant, j'étais déjà bien barré là-dedans quand même. Bon, il y a une différence entre végétarien et vegan. Je me souviens que dans les années 80, ça commençait à être à la mode. Enfin, ça allait loin. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas manger d'œufs, il ne fallait pas porter de cuir, il ne fallait rien toucher, même le lait, enfin, il ne fallait pas y toucher. Végétarien, déjà, c'est difficile dans notre société à pouvoir suivre cette alimentation. Mais alors là, vegan, c'est vraiment c'est strict. Hein. Mais, c'est logique. C'est logique parce que si on ne veut pas tuer les animaux et si on ne veut pas les exploiter, eh ben, il faut arrêter de consommer quoi que ce soit qui vient des animaux. La mode, c'est une chose. Le fait de vivre en accord avec son éthique, je crois que personne n'a envie de faire de mal à quiconque. De base, oui. Hein, et mettre ça en accord avec son éthique, c'est tout à fait possible aujourd'hui. C'était effectivement beaucoup plus ardu quand j'avais 20 ans et que j'ai décidé de ne plus manger d'animaux. Mais c'était, bon, dans la société française, c'était une marginalité assurée. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Non. Oui. Vous avez environ 9% de végétariens en France aujourd'hui, c'est-à-dire que ça
triplé ou quadruplé en quelques années, là, dans les années 2000. En Allemagne, c'est extrêmement développé. Il y a des hypermarchés véganes dans toute l'Allemagne. Par Internet, on peut commander aussi. Vous avez la boutique végane en France. Vous avez Un Monde Végane, qui sont 2 boutiques en ligne, où on trouve des imitations de chair animale extrêmement convaincantes. Personne ne voit la différence. Hein. Mais c'est pas de la chair animale. C'est fait avec des plantes. Et il n'y a pas d'huile de palme. Enfin, c'est vraiment des produits modernes qui sont les produits de notre siècle et qui se répandent partout, aux États-Unis, en Israël, sont des pays qui sont en avance dans ce domaine. Donc maintenant, on peut le faire. Si on a pris conscience qu'on fait du mal aux animaux, et donc, par découlement, on se fait du mal à soi-même, parce qu'il y a des histoires de santé, pour pas tomber dans la religion, pour le karma, etc. Mais enfin, déjà, pour la santé, un animal qui est massacré dans des abattoirs d'une façon douteuse, c'est sûr que ça se retrouve une fois qu'on le mange, d'une façon comme une autre. Alors la santé, évidemment, c'est une des manières d'accéder à la culture végane, à la culture végétarienne, qui est souvent un préalable à la culture végane, mais pas toujours. Hein. Oui. On peut décider d'arrêter le massacre totalement, du jour au lendemain, il n'y a aucun problème. Et il y a certaines personnes qui viennent à ça par la santé, parce qu'ils ont envie. Si vous regardez le site sur la recherche sur le cancer, l'ARC, Oui. il y a 3 causes au cancer, tabac, alcool, chair animale. C'est clair et net. Alors évidemment, les industriels et le ministère de l'Agriculture, dans un pays comme la France où l'agriculture est la première... L'élevage, ce sont des industries très importantes. C'est mal vu. Ils n'aiment pas ça. Mais moi, je ne suis pas un ennemi des éleveurs. Je pense que comme tout le monde, ils ont besoin de faire des prises de conscience. Et on va les accompagner vers une manière de produire des aliments qui soient d'abord pas cruels, hein, qui ne produisent pas de souffrance, et puis qui va être de toute façon ce qui s'impose aujourd'hui. Là, l'élevage en France n'existe que grâce aux subventions. Il y a plus de 8 milliards de subventions annuelles qui viennent de l'Europe, qui servent à tenir les éleveurs. S'il n'y avait pas ces subventions, ils n'existeraient pas, parce qu'ils ne sont absolument pas concurrentiels. Et pour vous, au niveau de la santé, ça procure du cancer. Enfin, pas pour vous, avec les études de l'ONU, clairement, ça explique que la viande provoque des cancers avec l'alcool et la cigarette. Bah, c'est ce que dit l'ARC. Moi, je ne suis pas ah oui, c'est l'ARC, c'est pas l'ONU. Je parle de l'ONU. Alors, l'ONU, c'était plutôt plus exactement l'organisation, j'allais dire l'Organisation mondiale du commerce. Non, c'est pas eux. L'organisation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a clairement dit en 2015 ou 16 que c'était une cause de cancer. Mais je pense qu'on n'abolit pas l'esclavage parce que c'est mauvais pour la santé de ceux qui sont les maîtres. Et je crois qu'on abolit l'esclavage parce que c'est dégueulasse. C'est tout, et c'est une question éthique. Alors certains pourraient être choqués quand on met en parallèle l'esclavage et l'exploitation animale. Et évidemment, mon idée n'est pas de dire que les esclaves étaient des animaux ou vice-versa, c'est pas du tout ça. Mais l'attitude qui consiste à considérer d'autres terriens, d'autres êtres vivants qui sont sensibles, comme nous, mentalement et physiquement, les considérer comme des êtres inférieurs, c'est exactement le même type d'attitude que de se considérer que les femmes sont inférieures, que les homosexuels sont inférieurs, que tel ou tel, que les Chinois ou les Noirs ou les Blancs... Telle ethnie est inférieure à d'autres, bien sûr. Donc c'est toujours la raison du plus fort est toujours la meilleure, et ça c'est fini. Il faut qu'on arrive à se mettre à l'écoute de soi-même. Et alors là, on arrive dans un domaine qui est celui de la spiritualité, c'est-à-dire être en contact avec soi-même et en contact avec ce qui nous entoure, et puis simplement être à l'écoute et entendre ce qu'on nous dit. Hein. Ça, je sens que ça vous intéresse. Ça. On va revenir sur la spiritualité. Je représente le livre de Bruno Blum, de Viandard à Vegan, c'est Mama Édition. Il y a une bonne partie qui explique votre vie d'artiste, comment vous êtes arrivé à devenir... vegan, c'est dans le titre, ça tombe bien. Et puis, ce qu'il faut faire pour que ça se passe au mieux, et puis tous les bienfaits de ne plus manger nos chers animaux. Alors, spirituellement, quand je vous écoute, et à la lecture du livre, j'ai l'impression que vous avez une idée derrière la tête. Il y a un karma, il faut être gentil avec tout le monde. Les animaux entre eux sont pas gentils vraiment, hein, ils s'entretuent, même dans leur propre famille, si je puis dire. Le lion va manger les lionceaux si jamais il est de mauvais poil. Et nous, on devrait être mieux qu'eux. Écoutez,
je suis équipé d'un cerveau en état de marche et je comprends bien qu'un lion n'a pas la même physiologie que moi. Je suis un primate. Les primates ont les cerveaux les plus développés. À l'exception des lémuriens qui sont tout en bas de l'échelle d'évolution des primates et où il existe quelques insectivores à Madagascar, tous les primates sont végétaliens. Les chimpanzés mangent des bananes, les gorilles mangent des bananes, les orang-outans mangent je ne sais plus quoi dans les arbres, les bonobos aussi. Enfin, on n'est absolument pas du tout préparé à la consommation de chair animale. La raison pour laquelle l'homme a pris cette mauvaise habitude, c'est pour des raisons historiques qui sont notamment liées à la période de glaciation, qui a mené les hommes à chasser pour survivre quand il y avait de la glace. Et des habitudes ont été prises, mais on n'a pas muté de sorte à devenir des carnivores et encore moins des omnivores comme on nous a dit à l'école. Et donc quand j'ai commencé à prendre conscience qu'on m'avait raconté des choses qui mentaient par omission ou qui mentaient directement, comme on le fait aujourd'hui dans les écoles où on raconte aux enfants que pour leur santé ils ont besoin de manger des animaux, c'est une hérésie totale, quoi. Et donc je crois qu'il faut prendre conscience de certaines informations. D'accord. Les produits laitiers, c'est une hérésie aussi pendant qu'on... Écoutez, j'ai longtemps consommé des produits laitiers en pensant que de toute façon on allait bouffer les vaches, que donc on pouvait prendre leur lait. Et puis j'ai fini par me renseigner sur ce sujet et de comprendre que la pire des cruautés était la consommation de lait. Ce dont je n'avais pas conscience, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est la pire des cruautés ? D'abord parce que les taureaux sont masturbés dans des usines à masturbation, dans des tubes en inox. Pour les faire éjaculer, on leur enfonce un bâton électrique dans l'anus. Qu'ensuite, le sperme est prélevé, qu'il est inséminé artificiellement chez des vaches qui n'ont rien demandé. Avec le geste, on comprend bien, oui. Qui vivent dans des élevages, à 99%, dans des élevages industriels absolument horribles, où elles ne voient pas le jour, où elles ne sont pas, comme il y a souvent marqué sur les paquets, élevés en plein air, tout ça c'est du marketing. Oui. Les conditions d'élevage sont absolument atroces, même si les éleveurs aimeraient sans doute faire mieux, ils sont contraints par des lois de la productivité à faire de l'élevage de façon très cruelle. Et ensuite, les vaches mettent à bas, on leur prend leur petit, on le bouffe pour voler le lait qui lui est destiné. Un veau qui naît à Biarritz, par exemple, dans les Pyrénées, va être abattu dans l'Allemagne de l'Est. Donc on va l'emmener, parce que c'est moins cher les abattoirs. Ah, oui, d'accord. Donc on va l'emmener en camion, sans boire, sans manger, sans sa maman, alors tout ce qu'il veut, c'est sa mère. Souffrance. Souffrance terrible. La mère a une terrible souffrance psychologique. Et puis ensuite, on va recommencer ce processus-là. Dès que la production de lait va baisser, on va recommencer ce processus-là. Et j'ajoute qu'il y a sur les mamelles des vaches, en raison des treilleuses électriques, des plaies qui se produisent, et que donc il y a du sang qui tombe dans le lait, qu'il y a du pus qui se produit à cause des abcès, que cela est prévu par la loi, puisqu'il y a des normes pour la quantité de sang et de pus dans le lait que vous trouvez ici. Enfin, je vois absolument pas pourquoi on ferait ça 5 fois à une vache dans sa vie avant de l'égorger, alors que le lait d'avoine, c'est bien meilleur, que le lait d'amande, de noisette, c'est un peu plus cher, mais le soja vanillé, le lait d'épeautre, de châtaigne, c'est bien meilleur, et ça ne produit aucune souffrance. Donc on voit bien que c'est simplement un manque d'information. Oui, puis un côté pratique du système, on a instauré ça depuis des années, on ne va pas en changer parce que c'est comme ça que ça tourne. C'est des habitudes, mais de la même manière qu'on a aboli la peine de mort, on voit bien qu'il y a des évolutions sociétales et que le 21e siècle va être celui de l'harmonie entre l'homme et son environnement, et que le premier de notre environnement, la première chose dans notre environnement, ce sont les autres terriens, ce sont les animaux. Mais il n'y a rien de spirituel pour l'instant, hein. Je vous mettais sur le chemin du spirituel. Je pense que d'être à l'écoute de soi-même est la forme basique, essentielle de la spiritualité. Nous sommes en contact avec des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, on ne voit pas certains rayons laser alors qu'on sait bien qu'ils existent puisqu'ils font des trous dans les murs. Comme le vent, pareil. Comme le vent. Enfin, il y a des forces qui existent et nos sens ne sont pas là. Alors, il se trouve que, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup aux formes de spiritualité africaines et afro-américaines. Et quelles que soient les raisons historiques pour lesquelles certaines cultures pratiquent des rites de contact avec les esprits, de toute façon ces rites existent, et
Et si vous voulez en parler, on peut y venir, mais je ne vois pas particulièrement le rapport avec le fait d'être à l'écoute de soi, puisque là, il s'agit de traditions qui nous mettent à l'écoute des esprits. Hein. Oui. Et les esprits à l'écoute de soi, c'est différent. Quoique, les esprits sont en nous, vous vous en doutez peut-être. Et voilà. Et puis, les animaux ont-ils une âme? Est-ce qu'on va jusque-là? Ben écoutez, sur la question de les animaux ont-ils une âme, je crois qu'il est très intéressant de regarder la littérature qui concerne la manière dont on regardait les Noirs en France il y a 80 ans, dans les années 30. Il existe des publications de prêtres catholiques qui expliquent que les Noirs n'ont pas d'âme, par exemple. Donc c'est une question de conscience, c'est une question de culture, d'évolution, des mentalités, de la connaissance, scientifique notamment, mais pas seulement, et d'une manière générale, du recul de la connerie, quoi. Alors, je rappelle, je l'ai ici, hein, j'ai un livre de Paul Bert, vous connaissez tous une rue Paul Bert en France. Paul Bert était un type affreux, qui était extrêmement raciste, et qui écrivait tous les manuels scolaires sur les animaux, les sciences naturelles, et pendant des années, jusqu'à la guerre de 14, il a été l'auteur de tous les manuels scolaires sur les sciences naturelles, à commencer par l'homme, qui était dans le chapitre numéro 1, où il expliquait que bien sûr les Noirs étaient inférieurs aux Blancs, et donc ça veut dire que mon grand-père a grandi avec ce bouquin-là. Et que les animaux, c'était des objets. Voilà, donc tout ça n'est pas très sérieux. Non. Et moi, je suis très sérieux, par contre. Non, mais il est temps de prendre conscience. On est dans un siècle où ça change, ça bouge très vite, et on peut enfin avoir du cœur et de la spiritualité. J'insiste sur le côté spirituel de la chose. Alors, vous avez essayé d'éviter le côté vaudou, parce que vous êtes un spécialiste de la Jamaïque, enfin du reggae, mais aussi du vaudou, le début du jazz. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est avec les esclaves d'Afrique qui sont arrivés après à Bâton Rouge et ailleurs, et qui ont gardé leur culture. C'est comme ça que ça a né ce phénomène jazzy, avec les blacks qui faisaient leur musique dans leur coin, et après qui ont été récupérés par les blancs. Vous m'interrompez si je dis une grosse bêtise, mais enfin, vous êtes très bien, je trouve. Je suis bien là-dessus. Bon, dans les bêtises, oui. Mais dans le vaudou, il y a donc contact avec les esprits, qu'on y croit ou pas, il y a en tout cas phénomène pour cela, mais il y a aussi sacrifice animal. Oui, les sacrifices animaux ont toujours existé. Aujourd'hui, il y a des sacrifices animaux. Noël, on sacrifie des dindes. Dans l'islam, on sacrifie des moutons, etc., etc. Dans le judaïsme, on sacrifie des poules. Donc, avec ce système de mondial où on mange tous de la viande, est-ce que c'est pas de continuer simplement un sacrifice animal ? Comme je l'ai déjà dit en choquant un petit peu certains amis juifs, je pense que le judaïsme ne perdrait rien à consommer pour les fêtes où on est supposé manger des poissons ou manger des oiseaux, à consommer un produit qui y ressemble, mais qui n'est pas fait à partir de souffrance. Et j'ai déjà eu des débats avec des gens qui m'expliquent que le judaïsme a prévu de tuer les animaux en leur faisant le moins mal possible, etc. Et moi, je crois que c'est pas très sérieux tout ça, et que la réalité, c'est que un animal a le droit de vivre, un écureuil a autant le droit de vivre que vous et moi, un éléphant, un cochon sont très heureux de vivre, et que nous n'avons absolument aucune base philosophique pour dire si nous sommes un être supérieur, et donc je vais tuer cet écureuil, il vaut moins que moi, c'est pas très sérieux. Bruno Blum, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, que ce soit dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que j'ai un mal fou à être vegan. Hein. J'ai encore mangé un cassoulet hier, et c'est bien bon quand même. Bon, mais vous pouvez manger du cassoulet vegan. Si on me fait un cassoulet vegan, je serais encore plus content de le manger. Voilà. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut qu'on y passe, il faut qu'on soit vegan, même si vegan, on pourrait le considérer comme une nouvelle religion. J'ai noté, là, pour le Canada, à l'Ontario, ils disent que puisque ça influence notre identité, plus que ça change notre vision du monde et notre mode de vie, on pourrait mettre le côté vegan comme une nouvelle religion. Et pourquoi pas, du moment qu'il y a respect de la vie et des animaux. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bah oui, parce que faut bien que ça tourne, il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on mange. Et les animaux, pour leur laisser la vie, il faudrait remercier les éleveurs dans ces cas-là, parce que sans les éleveurs, il y aurait moins de bêtes sur Terre. Je continue, puis après vous allez m'en mettre une bonne tartonne. Mais je me souviens en Ardèche, j'avais un berger qui est venu me voir.
après avoir fumé peut-être 2, 3 plantes sympathiques, et qui a papoté avec moi. Et il me disait, moi je suis content, heureux, comme dans le sketch de Fernand Reynaud, je vais dans mes montagnes, mes brebis elles paissent, tout va bien, il n'y a aucun souci, et puis mes animaux sont très heureux. Mais je leur dis, mais tes brebis, au bout d'un moment, tu les fais partir à l'abattoir. Elle dit, non, non, c'est moi-même qui les tue. J'ai mon canif et quand c'est le moment, je tue la bête. Et je lui en parle avant, je la caresse, je lui fais des mamours, comme les anciens bouviers. Hein. Il y avait des bouviers qui parlaient à l'oreille des animaux. Et donc, je la tue avec respect et c'est avec amour. Je dis, mais c'est affreux, t'as aimé un animal pendant 2, 3 ans, il t'a suivi, etc. Et tu le tues. Je dis, ben oui, mais comment ça, c'est affreux? Au contraire, c'est la vie. Et grâce à moi, elle a vécu. C'est la vie, la mort, c'est la vie, c'est ça? Attends, oui. Grâce à moi, je vais jusqu'au bout. Hein. Et grâce à moi, elle a vécu. Sinon, sans moi, elle aurait été bouffée par un loup 3 mois plus tard, enfin, étant jeune, au bout de 3 mois. Donc, grâce à moi, elle a vécu plusieurs années, et si moi, le berger, je n'existais pas, elle n'aurait même jamais eu naissance sur Terre, parce qu'on les produirait moins. C'est pas faux. Si on arrête l'élevage, il y aura moins d'animaux en vie. Excusez-moi, mais je crois que dire que la mort c'est la vie et tuer un animal c'est la vie, c'est absolument absurde. Et il y a une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre ce qu'on pense et ce qu'on fait. Je crois que l'élevage n'est absolument pas nécessaire, que les brebis devraient vivre librement, et que naturellement certains loups vont se nourrir comme ça, et que c'est normal, parce que les loups, eux, peuvent pas faire autrement. Nous, on peut très bien faire autrement. On n'est pas du tout adapté à la consommation de chair animale. Si on va jusqu'au bout, et qu'on ne mange plus d'animaux, on est d'accord que sur Terre, il y aura moins d'animaux. D'élevage, d'accord, mais il y aura moins d'animaux. On va plus les produire. Je ne crois pas qu'il y aura moins d'animaux, je crois qu'il y en aura beaucoup plus, puisque... Alors, bon, je vais vous donner quelques chiffres qui, je pense, vont intéresser nos amis téléspectateurs, c'est comme ça qu'on dit ? Internautes. Il y a quand même des notions essentielles qui sont occultées dans le débat politique, qui sont occultées dans le débat économique, qui sont occultées dans le débat éthique, religieux, philosophique, simplement par ignorance. En tout cas, j'espère que c'est simplement pour ça. Mais pour produire 1 kilo de protéines animales, il faut un minimum de 10 kilos de protéines végétales. Sans parler de l'eau. Sans parler de l'eau. Ce qui signifie que si tout le monde devenait vegan demain, on cultiverait à peu près 10 fois moins de terre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la surface cultivée par l'homme est à peu près équivalente à la surface totale de l'Afrique. On rase l'Amazonie pour planter du soja, OGM en plus, qui sert à nourrir des cochons en Allemagne et en France. C'est-à-dire que le désastre écologique en cours, sa première cause, c'est la consommation d'animaux, qui est totalement inutile, et qui ne se justifie politiquement que pour sauver des emplois, et que sais-je d'absurde comme ça, puisque les éleveurs pourraient changer de métier, et devenir agriculteur, et pourquoi pas agriculteur bio, et produire des choses qui sont saines, qui sont sans pesticides, parce qu'en plus de ça, et bien sûr, dans les chairs animales, il y a énormément de tranquillisants pour qu'ils puissent supporter l'horreur de l'esclavage, enfin de l'esclavage, on ne va pas utiliser ce terme-là, mais l'horreur de l'exploitation. Il y a des antibiotiques, il y a des hormones, alors que c'est interdit. Et puis il y a des pesticides qui restent. Donc en plus de ça, il y a toutes ces problématiques-là qui entrent en compte et qui font qu'on va balancer des pesticides sur toutes ces cultures. Donc on est vraiment dans un délire absolu. Faut arrêter. Alors non, mais c'est important de dire ça parce que je crois que si vous posez la question de savoir est-ce qu'il y aura plus d'animaux, moins d'animaux, l'équilibre est complètement rompu avec la nature, et à commencer par l'équilibre avec les animaux. Aujourd'hui, on a 30 millions de chiens et chats en France. Et l'utilisation de chiens et de chats par commodité, comme une peluche, on achète un chien, un chat ou une peluche, en Arabie Saoudite, ils font ça avec des lions maintenant. Oui, avec des animaux sauvages, oui. Mais enfin, c'est du délire complet. Nous n'avons pas de raison valable de faire ça. Nous n'avons pas de raison tout court. D'absence d'éthique et de conscience. C'est incroyable de tomber là-dedans. Donc je pense que ça va être forcément, pour les raisons économiques dont j'ai parlé, mais aussi pour les raisons écologiques,
un changement drastique. L'Europe ne pourra pas continuer à filer 8 ou 10 milliards aux éleveurs pendant les années à venir, c'est pas possible. Non, tout à fait. Et on est sur le bon chemin. Bonne nouvelle. En plus, il y a la loi qui est sortie, là, qui enfin abroge le fait de considérer les animaux comme des objets. Voilà, c'est des êtres sensibles. Mais tout ça, c'est des lois. La loi L214, dont l'association qui nous a révélé les images d'abattoirs qu'on connaît a pris le nom. La loi L214 dit tout ça. Elle dit qu'un animal doit être respecté, qu'il souffre, etc. Progrès, voilà. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à l'Assemblée nationale ? Non. C'est pour ça que mon attitude personnelle n'est pas une attitude politique, n'est pas une attitude non plus économique, même si tout ça entre en compte dans ma conscience. Mon attitude est d'abord celle de quelqu'un qui choisit de changer son comportement. De la même manière que j'ai choisi par exemple de ne plus prendre de drogue ou d'arrêter le tabac, c'est une manière de me respecter moi-même. Et la raison pour laquelle je ne consomme pas d'animaux, du tout, c'est parce que je ne supporte pas de savoir que les gants pour femmes en cuir ou les sacs à main qu'on appelle agneaux viennent de chiens qui ont été écorchés vifs en Chine. Les films existent sur Internet. Posez-vous la question, il y a des dizaines de millions de chiens qui sont écorchés vifs et jetés sur un tas, ils bougent encore après avoir été écorchés sur des crochets. Tout ça est une réalité et je refuse de participer à ça, c'est tout. Aujourd'hui, je porte des chaussures qui ressemblent à du cuir, personne ne sait que c'est pas du cuir. Ah, vous portez même pas de chaussures là. Ah oui, parce que je suis chez moi, j'ai pas mis de chaussures. Mais enfin, on trouve tous ces produits-là, Tati vend des godasses pour 28 €, qui ressemblent exactement à des chaussures de marque. Enfin, vraiment, tout ça est une question de décision. Et je crois que la réponse va venir de la rue. Va venir des changements de comportement. Et de la pratique. Oui. Et de soi-même. Donc en priorité, on fait un examen de conscience pour rester bien catholique et on se regarde face à une glace et on voit si on porte des souffrances animales d'une façon ou d'une autre et si on, sans le faire directement, on est quand même lié à ces massacres et à ces tortures. Mais bon, avant l'exploitation de l'animal par l'homme, il y a l'exploitation de l'homme par l'homme, en priorité. Est-ce que c'est lié ? C'est-à-dire que si on est viandard, on est un peu plus à vouloir tuer son prochain, sanguinaire, ou est-ce que quelqu'un qui est végétarien ou vegan depuis des années est aussi un meurtrier potentiel ? Est-ce que voilà, vous êtes plus cool Écoutez, je crois que c'est une question intéressante. Ce qui est certain, c'est que quand on a un cœur, c'est Lamartine qui disait ça. Lamartine était totalement végétalien, comme beaucoup de grandes personnalités. Et Lamartine disait, on n'a pas un cœur pour l'homme et un cœur pour les animaux, on a un cœur ou on n'en a pas. Donc je pense que tuer un animal, ça n'est jamais possible que par la construction de justifications et de rationalisations qui peuvent être tout à fait transposables au meurtre d'un individu, de notre espèce à nous, d'un animal non humain. Mais donc c'est toujours un raisonnement. D'accord, mais est-ce qu'on est ce qu'on mange ? Je ne pense pas qu'en mangeant des animaux, on devienne plus ou moins violent, bien que beaucoup de gens le pensent. Beaucoup de gens pensent qu'on devient plus violent. Et de fait, en consommant des animaux, on est extrêmement violent. On est fasciste. On est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Même si on n'en a pas forcément conscience, et surtout si on n'a pas envie de le regarder en face. Parce que ce qui se passe dans la population, c'est que dès que vous commencez à raconter des trucs là-dessus, les gens ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas remettre en cause leurs habitudes, et ils ont peur qu'en apprenant des choses, ils soient amenés à prendre conscience de trucs qu'ils n'ont pas envie de voir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que les véganes connaissent bien, parce qu'ils sont confrontés en permanence à ça. Hein, et donc, il y a forcément des frictions avec des gens qui ne veulent pas savoir et qui veulent continuer la cruauté, qui veulent continuer le massacre. Il y a un réflexe de déni. Et c'est pas moi, la viande est sous cellophane, c'est pas moi qui l'ai tué, donc voilà. Voilà, c'est un réflexe de déni, exactement. Et je me suis donc intéressé dans mon livre beaucoup au déni, et notamment au déni des toxicomanes, puisque les toxicomanes, le premier problème qu'ils ont, c'est qu'ils nient qu'ils ont un problème. Ayant moi-même été toxicomane, pour arrêter de fumer, j'ai dû prendre conscience que c'était véritablement un problème et que c'était le premier problème dans ma vie, qu'il fallait que je règle ce problème-là avant de régler les autres, parce que sinon j'arriverais jamais à régler les autres. Et on peut dire que, étant donné que ce n'est pas du tout nécessaire,
à notre vie, que c'est mauvais pour notre santé et que c'est très cruel par-dessus le marché, consommer de la chair animale est une toxicomanie. C'est-à-dire que c'est un produit qui nous est nocif, qui est mauvais pour notre environnement, qui coûte très cher et qui est absolument injustifiable. Donc nous sommes dans un processus de toxicomanie, d'addiction, qui n'est jamais qu'une autre forme de destruction, d'autodestruction. Encore une fois, on se regarde soi-même et on essaye de se parfaire. Vous m'avez cité Lamartine, et moi je vous sors aussi un texte à lire de La Fontaine. La lettre à Madame de la Sablière. Et La Fontaine, donc quand même, c'est quoi? C'est le XVIIe siècle. Déjà tapait sur Descartes, qui disait que l'animal était un objet, une machine, un automate, qu'il n'y avait rien d'autre, et expliquait tout en vers et en prose que l'animal avait des émotions, que la petite griffe sauvait ses animaux face aux chasseurs, enfin, et a écrit toute une lettre super belle. Alors je vous conseille de lire ce texte de La Fontaine, qui donc explique bien que les animaux ont une pensée, ont des émotions, on revient sur le L14, mais qui s'arrête au moment de l'âme, qui se dit, bon, alors nous, bien entendu, êtres humains, nous sommes, je transpose, hein, mais en gros c'est ça, nous sommes liés par l'esprit. Nous sommes supérieurs. Nous sommes liés par l'esprit. Tandis que les animaux, bon, on va pas non plus pousser. Bon, ils voulaient peut-être pas se mettre tous les cathos à dos au XVIIe siècle aussi, mais je reviens sur le fait de âme, et c'était d'ailleurs l'une des questions que Laetitia, ma petite femme, vous avez posées par écrit, parce qu'on se connaît depuis un an à la sortie du livre, on n'avait pas le temps de se voir, donc Laetitia avait déjà fait une interview écrite avec vous. Quel est pour vous le concept de l'âme? Il faut déjà le définir, l'âme. Ah, écoutez, moi je pense qu'une truie qui vit dans un élevage industriel et qui doit endurer l'insémination artificielle n'a qu'une seule ressource pour supporter le cauchemar qu'elle vit, et ce sont des ressources spirituelles. Les cochons sont extrêmement intelligents, ils sont 4 ou 5 fois plus intelligents que les chiens, et quand on connaît les chiens, et je connais très bien les chiens, on sait qu'un chien est d'une grande intelligence et il est capable de sentiments extrêmement profonds. Les chats aussi, allez. Et de toute façon, ça n'est pas une question d'âme ou de pas âme. Le jugement qu'on peut avoir sur la qualité ou la valeur de l'âme d'un être est un jugement entièrement subjectif qui n'a rien à voir avec la question, à mon avis, qui nous concerne, c'est-à-dire, a-t-on le droit de tuer des animaux, torturer et tuer les animaux. Pour notre bon plaisir, ça n'est pas utile. Mais, bon, les animaux. Donc moi je dégage cette question-là. Hop là, je la reprends. Parce que entre une huître et une truie, quand je mange des huîtres, c'est bien, ça c'est bon pour la santé. Les huîtres, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les huîtres ont envie de vivre ou non? Est-ce qu'elles souffrent ou non? Et la réponse est oui. Je suis pas totalement certain que quand je mets du citron, elle souffre vraiment. Ça se trouve, c'est une réaction sans liée à la souffrance. Je suis pas totalement certain que le cerveau de l'huître puisse permettre de comprendre la souffrance. Écoutez, et la douleur. Le débat n'est pas est-ce qu'on veut manger des huîtres ou non. Le débat, c'est qu'il y a 1000 milliards d'animaux qui sont tués dans des conditions absolument atroces chaque année dans le monde. Mais il y a quand même un niveau entre l'huître et la truie. Mais vous établissez le niveau que vous souhaitez. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'une truie est munie d'un système nerveux, contrairement au citron, et que le citron ne souffre pas, il n'a pas de système nerveux, il ne ressent pas la douleur. Parce qu'on n'entend pas crier le citron. Oui, alors on connaît l'histoire du cri de la carotte et tous ces poncifs-là, mais non, les plantes ne souffrent pas. Non, alors je ne dis pas que les plantes ont envie qu'on les coupe, je dis que les plantes ne souffrent pas. C'est-à-dire que, bon, et puis de toute façon, nous sommes des végétariens, par nature, physiologiquement. Nous sommes... comme les primates, vous l'aviez dit. Comme les primates. Donc nous n'avons aucune vocation à manger autre chose que des plantes. Voilà. Et quand on regarde les primates, ils ont gardé leur poil et ils ont des muscles. Hein, donc ça prouve bien que c'est pas obligé d'avoir des protéines animales pour être en pleine forme. Notre système digestif est extrêmement différent du système digestif des omnivores. Notamment la longueur des intestins, le fait qu'on ait des ongles, qu'on n'ait pas des griffes, le fait qu'on ait de la salive qui nous sert à digérer, à faire notre bol alimentaire, alors que les omnivores ont de la bave qui leur sert à transpirer. Donc ce sont des fonctions différentes. Nous avons vraiment une très grande différence physiologique. Donc on n'a aucune raison de faire ça pour des raisons comme ça. Et les primates sont végétariens. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc moi, si vous voulez aller faire quelque chose qui n'est pas prévu pour mon corps,
C'est une aberration. C'est une aberration, mais on peut vivre des aberrations. On peut fumer du tabac, on peut être homosexuel, qui sont a priori pas des trucs qui sont super prévus par la nature. Si vous voulez, j'ai pas de problème avec l'idée de pouvoir commettre quelque chose qui est, entre guillemets, contre nature, comme on disait. D'accord, mais c'est pas la question. La question, c'est que là, on fait souffrir quelqu'un. Il faut agir en notre âme et conscience. Vous voyez, âme et conscience. Pour avoir donc le choix, il n'y a pas de libre choix. Il n'y a pas de libre choix sans prise de conscience. C'est-à-dire que pour dire « ouais, moi je veux pas être végétarien parce que j'ai pas envie de bouffer des carottes bouillies », ça veut dire qu'on ne connaît pas le sujet. Ok ? Et moi, personnellement, je ne mange pas des carottes bouillies, donc, je cuisine tous les jours. Il faut s'informer. Voilà, il faut ne plus être dans le déni, se regarder face à face, dans le miroir, comprendre ce qu'on cautionne d'une façon dévoyée, irresponsable. Voilà, et avec notre âme et conscience, prendre les décisions qui s'imposent pour soi-même déjà. J'ai compris le message vegan. D'ailleurs, le vrai véganisme, c'est cru, hein, c'est pas cuit en plus. Hein. Alors, la raison pour laquelle certaines personnes, comme notamment Janet Murray, qui a battu le record du monde de marathon, 366 marathons en 366 jours, à l'âge de 64 ans, elle l'a fait pour guérir son cancer. Alors, certaines personnes vous diront que c'est vraiment irresponsable de dire qu'en mangeant des carottes et des melons, on va guérir son cancer. Or, il se trouve que dans notre groupe, Cabaret Vegan, on a une musicienne qui a fait ça. Qui avait un cancer ? Qui avait un cancer, oui, et qui a suivi une chimiothérapie aussi, mais qui est devenue végane crue pour que son corps soit dans la meilleure disposition possible pour pouvoir être en forme et lutter contre le cancer. Et ça a marché. Pour appauvrir les cellules cancéreuses. Oui, alors il y a le jeûne, tout ça. Le fait de manger des aliments, des plantes crues, des fruits, des légumes crus, est un aspect de la question qui est souvent corroboré par un exercice physique, parce que le cancer n'aime pas l'oxygène, une forte consommation de vitamine C, et différentes choses qui sont toujours à base de plantes. Donc tout ça, c'est quelque chose qui nécessite de s'informer, de ne pas dire de n'importe quoi dans ce domaine-là, mais la réalité est que dans les cliniques américaines de pointe, il y a beaucoup d'incitations au véganisme. Si vous allez à l'hôpital de Villejuif, c'est atroce la nourriture qu'il y a. Comment ne peut-on pas comprendre une seconde qu'il y a un lien entre le corps et ce qu'on mange ? Donc ils mangent des plats en sauce, de bidoches industrielles, pourris d'hormones, de saleté, de souffrance et tout, réchauffés au micro-ondes, et même les médecins vont là. Quand voulez-vous que je prenne ces médecins-là au sérieux ? C'est affreux, allez voir Jérôme Bernard Pellet, qui est un médecin vegan, qu'on voit souvent à la télévision, et qui vous expliquera que tout ça, c'est de la folie, quoi. Bon, j'irai plus à la cantine de mon travail, alors. C'est exactement ça. Et en plus, il réchauffe tout à coups de micro-ondes. Donc, bon, d'accord, je vais être vegan. Je vais demander à ma petite femme de me préparer des plats. J'irai plus dans les McDo, KFC et compagnie qui sont bien pratiques parce qu'ouverts à toute heure. Et je vais essayer de tenir le choc. Ok, je prends le pari. Voilà, je suis vegan. Mais parce que ce qui m'ennuie dans ce que je raconte, c'est que je projette beaucoup d'images négatives, quand même. Okay ? Et c'est pas du tout mon but. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 5 ans, maintenant 6 ans, quand je suis passé vegan, c'est-à-dire 100% aucun produit animal, hein, il y avait 3 endroits à Paris où on pouvait trouver des plats préparés, des restaurants véritablement véganes. Aujourd'hui, sur le site happycow.net, on en trouve 81. Ouais, bien sûr. Donc vous pouvez trouver à Paris des restaurants absolument extraordinaires comme le Gentle Gourmet boulevard de la Bastille ou la brasserie Lola qui ne dit pas que c'est vegan. Soyons pas trop parisianistes. C'est-à-dire que toute la France, vous qui faites des tournées comme moi, vous savez bien que dans les chambres d'hôtel, si vous avez quelque chose à manger, c'est une pizza surgelée à partir de 23h. Écoutez, et que les restaurants en province. J'ai récemment été dans le Poitou. Oui. J'ai regardé sur happycow.net et j'ai trouvé un incroyable restaurant vegan à Poitiers, ce qui n'était pas du tout. Il fallait faire 50 km. Non, parce que je passais par Poitiers. Ah, vous avez de la chance alors. Et il y il y en a à Tours, il y en a partout, bon, donc un peu partout. Ça commence à gagner. Mais non, mais attendez, parce que il existe quantité de produits d'une richesse insoupçonnée. Il y a quantité de gâteaux, de saveurs possibles, de cuisine. Je préférerais vous dire qu'avant j'étais comme ça, et maintenant j'ai ouvert la fenêtre et j'ai le soleil en plein. Je me suis ouvert aux autres cuisines du monde. Et donc on se régale.
Mais évidemment, et il y a des quantités de restaurants qui existent comme ça, et de plus en plus, la tendance, enfin, il y a les deux tendances. Il y a une tendance où ils disent, ouais, restaurant vegan, l'abattoir végétal, la boucherie végétale. Il y a des endroits qui s'appellent comme ça, et qui sont véganes. La boucherie végétale, c'est Sébastien Cardinal, qui est un grand cuisinier. Il y a l'abattoir végétal qui s'est ouvert à Montmartre, à Jules Geoffrin, encore une fois à Paris, excusez-moi, et qui a un succès fou depuis qu'ils ont ouvert il y a 2 mois. Mais il y a aussi une autre tendance qui marche très très bien aussi, où ils disent pas qu'ils sont véganes. C'est marqué dans le menu quand même, ils le précisent, mais bon, c'est de l'excellente cuisine et ça marche très bien. La brasserie Lola et le Deuxième Art sont des exemples de ça. Mais vous avez des restaurants chinois, vous avez des restaurants indiens, népalais, vous avez quantité de choses qui sont extrêmement savoureuses. Ouvrons-nous donc mais oui, vegan. C'est pas une... Vous savez, c'est comme quand on arrête de fumer, on perd rien, on gagne quelque chose. Alors, quand on s'arrête de fumer, il y a plusieurs techniques, et pour tomber dans le véganisme, il y a sûrement plusieurs techniques. Je vais quand même me garder pour un certain temps les huîtres, si c'est possible, docteur, parce que bon, j'ai pas l'impression de faire grand mal à ces bestioles, je les entends pas crier, entre autres, et je peut-être un petit peu... Non mais, pour aller, on va pas... Je peux être progressif. Vous faites ce que vous voulez. Je fais progressif. Vous faites ce que vous voulez. Oui, okay, mais on va pas faire d'un seul coup, sinon même mon corps a j'ai du mal. rencontré une jeune femme franco-chinoise, puis, qui est une absolument ravissante jeune femme de 25 ans, qui vient d'avoir un bébé vegan. Il y a beaucoup d'enfants qui sont 100% vegan, ils sont en excellente santé, bien sûr. Alors ça tombe bien, justement, c'était la question que je voulais vous poser. Et elle est devenue vegan du jour au lendemain, simplement en s'informant. Et d'ailleurs, elle consomme des produits crus, et elle élève son enfant avec du lait de châtaigne et des différents... Alors, enceinte, ça cause pas un souci d'être que vegan ? Souvent on l'a dit, attention ma chérie, il faut que tu prennes des protéines et des machins et des bidules, parce que ton corps a besoin pour l'enfant, que la bonne constitution... Aucun souci ? C'est une honte absolue que de dire ça. C'est faux. Il existe des centaines de millions de gens qui sont végétaliens sur Terre, notamment, il y en a beaucoup en Inde ou en Chine ou ailleurs. Et aller prétendre qu'il puisse y avoir un danger pour un enfant, non. La réalité, c'est qu'il y a un véritable danger à consommer des produits animaux quand on est enceinte ou pas. Ce n'est pas bon pour notre santé, tout court. C'est l'inverse. Non, mais c'est très important, ça. Bien sûr. Parce que ça, évidemment, c'est très sensible comme question. Il y a un gamin qui s'appelle Joachim, qui a été retiré à ses parents pendant plusieurs mois, je crois 8 mois, parce qu'un médecin a porté plainte, parce qu'il avait des parents qui étaient véganes. Et c'est absolument honteux. Donc là, ils sont, je ne sais plus comment on appelle ça, en cassation, je ne sais plus quoi, il y a eu appel. Oui. Et c'est vrai, pour la croissance de l'enfant, c'est peut-être quand même nécessaire. Mais absolument pas. D'accord. Absolument pas. La consommation, par exemple, de lait de vache a une conséquence sur l'acidification du sang, qui est le gros problème de la santé des gens. Okay ? Si on schématise totalement la médecine telle que je la vois, vous avez le sang acide et le sang alcalin. Si vous avez un sang acide, vous chopez toutes les maladies, vous avez des tas de problèmes. Okay ? Et le lait provoque une acidification du sang qui est très significative, et donc à proscrire, évidemment, on n'est pas du tout adapté à ça. Et le corps, pour arriver à supporter la consommation de lait, doit détruire les os pour en tirer les substances qui vont permettre d'arrêter cette acidification. Ah bon, alors le calcium, c'est n'importe quoi alors. Eh ben, c'est une des raisons pour lesquelles le calcium qui se trouve dans les os est détruit par ce processus. Bon, donc on nous donne du calcium en supplément sans arrêt, alors que comme il y a du lait dans tout, il y a des œufs dans tout, on ne devrait jamais avoir de problème de calcium. Eh bien si, parce que l'acidification du sang provoque la destruction du calcium des os. Donc moi, j'ai pas envie d'entrer dans ces histoires de santé. Renseignez-vous. Oui. Allez ailleurs que sur les sites qui mentent et qui appartiennent au lobby de l'élevage, bien sûr. qui contrôle les pays occidentaux. Et moi, j'ai pas envie de vous parler de ça. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est du fait que nous n'avons pas besoin de ça et qu'il existe une manière éthique de vivre qui est possible, qui est facile et qui n'est pas du tout un truc d'allumer comme on pourrait souvent le croire. Non. Alors Bruno Blum, je synthétise, mais super. Allez-y. Je synthétise finalement, voilà. Bon, alors vous avez... Il n'est pas en pleine santé, pas en pleine santé complètement. De viandard à vegan chez Mama Édition, le livre pour vous renseigner sur comment changer son mode de vie alimentaire, mais aussi sa conscience à se l'ouvrir. Je résume, tant que ça fait pas de mal aux autres, ça va nous faire du bien.
Et c'est ça finalement. On est plus végétarien qu'omnivore, puisque primate, et tant que nous ne faisons pas de mal à l'autre, quel qu'il soit, petit insecte ou grand-mère, eh bien, nous ne pouvons qu'aller mieux. On n'est pas plus végétarien qu'omnivore, on n'est pas du tout omnivore. Et c'est terrible parce que on m'a dit ça à l'école. Bah moi aussi quand même, qu'il faut manger un peu de tout. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on nous ment. Je trouve que l'extrémisme, dont je suis parfois taxé, ce n'est pas du tout de respecter la vie, de respecter la souffrance des autres, ce n'est pas du tout de m'abstenir de provoquer de la souffrance, de tuer des animaux qui ont envie de vivre et qui ont autant le droit de vivre que moi. C'est pas du tout ça l'extrémisme. Ça, c'est le minimum de la raison, de l'éthique. Ce qui est extrémiste, c'est de dire à des enfants que les animaux qu'ils aiment, ceux qu'ils aiment, peuvent être tués. Ça, je trouve que c'est extrémiste. Or, c'est comme ça que fonctionne la société aujourd'hui. Parce que si vous donnez une pomme à un enfant et vous mettez un morceau de foie à côté, à votre avis, il va manger quoi? Le morceau de foie ou la pomme? Les enfants adorent les fruits quand on les laisse les manger, ils aiment les bananes, ils aiment parce qu'ils sont conçus pour ça, ils sont physiologiquement conçus pour ça. Alors ensuite, il y a des aliénations qui arrivent, si on leur donne des trucs qui leur donnent de mauvaises habitudes, mais il n'y a pas qu'avec la chair animale. Il y a le sucre, il y a le sel, il y a plein de choses comme ça qui sont très nocives. Oui, il faut faire attention. Donc tout ça, c'est culturel. Il faut changer les habitudes. Oui, il faut s'informer. Et puis arrêter le gaspillage aussi. Mais on va pas tomber là-dedans. Non, mais bon, moi ce que j'ai essayé de faire avec mon bouquin, c'est de faire un truc rigolo. C'est-à-dire que j'ai une vie rock'n'roll, je suis musicien, j'ai une vie très riche, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait plein de choses. Et qu'est-ce que vous êtes en photo à côté de Mick Jagger, tout jeune? Qu'est-ce que vous avez fait? Bah écoutez, je travaillais pour la presse rock à l'époque, et donc j'ai connu plein de rockstars, etc. D'ailleurs, c'est la chanteuse des Pretenders, Chrissy Hynde, qui m'a convaincu de devenir végétarien, et elle est elle-même végane, elle est elle-même militante. J'ai oublié de le dire, et c'est Paul McCartney qui vous a fait la préface. Dites donc Sir Paul McCartney qui vous a fait la préface. Mais oui, parce que la principale difficulté quand on est végane, c'est pas du tout de trouver des protéines, de trouver des vitamines, de trouver des aliments. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la pression de l'ignorance autour de nous. C'est-à-dire que moi j'ai appris des choses, maintenant je les sais, avant je les savais pas. Et puis il y a plein de gens autour de moi qui ne savent pas et qui croient que il est nécessaire de manger des protéines animales et tout ça, alors que c'est complètement faux. De viandard à vegan. Pour que vivent les animaux. Et moi je mettrais plutôt en premier pour que vivent les animaux, puis après on se débrouille, on mange ce qu'on veut, vegan, machin, bidule, mais en tout cas, laissons vivre les animaux. Je suis tout à fait d'accord. L'âme restera donc assez floue dans cette conversation. Mais si vous voulez en parler, allons-y. Allons-y. Je pense que le bien-être que je recherche, l'équilibre que je recherche, et l'épanouissement que je recherche, l'accomplissement d'une vie éthique, et d'un perfectionnement en tant que dessinateur, que musicien, qu'écrivain, que tout ce que vous voulez, mais aussi à titre personnel, et c'est exponentiel. À partir du moment où je cherche ça, parce que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui ont envie de vivre, de se défoncer ici, et qui pensent pas au lendemain, etc. Moi, j'essaye d'avoir une vision, disons, moins légère de la vie, et plus adulte, plus responsable, parce que c'est comme ça que je suis heureux. Et je crois que le bien-être ne se limite pas à des problèmes de santé physique, mais aussi à des problèmes de santé, je dirais, mentale et spirituelle. Et le fait de vivre en accord avec mon éthique et de chercher à m'améliorer en allant toujours plus vers... Je fais très attention à ce que je mets dans ma tête et je fais très attention à ce que je mets dans mon corps. Et c'est une progression, et dans toutes les directions, on va dire, de nature spirituelle dans lesquelles j'ai pu aller dans ma vie, en me rapprochant de diverses religions, en m'intéressant du fait de mon travail beaucoup à la Bible, puisque j'écris beaucoup sur les Rastas jamaïcains, qui sont végétaliens, en tout cas les vrais Rastas le sont. J'ai appris des choses et qui m'ont amené à voir que le végétalisme était une condition à pouvoir accéder à tout ça. On ne peut pas vivre en accord, je ne peux pas m'écouter et écarter le carnage en cours de ma conscience. Vivre en accord avec ça, c'est absolument fondamental. De la même manière qu'il est totalement fondamental pour être écologiste d'être vegan, puisqu'on ne peut pas
dilapider ce qu'il y a sur Terre en consommant des animaux, parce que c'est la principale cause de la pollution sur Terre. La principale. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal anglais The Independent. C'est l'ONU qui dit ça. C'est pas un truc d'allumer perché qui dit ça. Il faut changer le système, d'accord. Donc moi j'ai choisi de faire ça, et l'apport, qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh bien, c'est beaucoup plus d'équilibre et de bien-être. Et je vous disais encore une fois, le problème n'est pas de faire ça. Le problème, c'est la pression sociale autour de moi. Si je vivais à Goa, en Inde, ou à Bombay, ou à Amirim, qui est une ville végétarienne en Israël, ou si je vivais à Los Angeles, ça ne serait pas comme ça. Oui, ça serait tranquille. Oui. À Berlin, c'est pas comme ça. Eh ben, ça va venir en France. Et à Berlin, il y a des kebabs véganes à tous les coins de rue. Ça va venir en France aussi. Puis il y a Émeric Caron qui doit soutenir aussi la chose. Enfin, vous n'êtes pas tout seul aussi, Bruno Blum. Et puis, vous êtes plus nombreux maintenant que vous m'avez converti. Pas religieusement. Alors, vous en êtes où religieusement ? Parce que vous avez testé plusieurs religions. Je pense que la spiritualité porte un autre nom, c'est l'écologie. Je pense que le fait de chercher à vivre en accord avec son environnement, donc avec la création, tout ce qui existe, avec l'univers est ce que certains pourraient appeler Dieu, c'est ce qui existe. Et tout ce qui existe m'intéresse. J'ai envie d'être en lien avec les galaxies éloignées, à commencer par avoir conscience qu'elles existent. J'ai envie d'être en lien avec le système solaire, avec la Terre, avec les habitants de la Terre, qui sont notamment les animaux, avec la nature. Et dans cette nature, il y a moi-même, qui est plus proche de moi que tout le reste. Donc c'est la première chose à laquelle je vais m'intéresser. Donc être en contact avec moi-même et avec mon environnement, on appelle ça l'écologie, c'est-à-dire un équilibre avec tout ce qui existe. Et je crois que la définition de la spiritualité, c'est d'abord ça, c'est d'être en lien. Religion, ça signifie être en lien et me relier. Et je veux être en lien avec vous, avec tout ce qui est autour de moi et avec moi-même. Donc je suis à l'écoute de moi-même et je suis à l'écoute de l'extérieur aussi le plus possible. Et éventuellement, j'essaye de renvoyer la balle. Donc tout ça est une question d'équilibre et ça m'apporte beaucoup de paix intérieure, de bien-être et d'énergie, ce qui me permet de me consacrer à des projets artistiques, ce qui est quand même pas facile dans la vie, dans la société dans laquelle on vit. Mais c'est pour un petit peu vous centrer, vous êtes plutôt bouddhiste, plutôt catholique, protestant, vous êtes musulman, enfin, vous êtes le plus proche de quoi, comme religion connue ? Écoutez, je suis d'origine juive, donc je ne vais pas renier mes origines, et il y a une très forte dimension philosophique dans le judaïsme, et notamment dans l'étude du Talmud, que je ne pratique pas. Hein. Et j'ai jamais pratiqué ça, je viens d'une famille complètement athée, et donc je ne suis membre d'aucune organisation religieuse, je suis membre de l'organisation religieuse autodidacte. C'est-à-dire que je m'intéresse à toutes les formes de spiritualité, parce que j'en ai besoin pour mon équilibre. Ça m'a énormément servi d'apprendre les vertus de la prière, d'apprendre les vertus de la méditation, de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. On le retrouve dans toutes les religions. Oui, alors ça ne veut pas dire que je suis un grand adepte de la prière ou de la méditation d'ailleurs, mais ça peut être un recours, ça peut être une manière de faire face à une situation qui m'opprime, oui. Et je crois que tout ça, c'est de l'ordre de l'expérience intime, qui n'est pas forcément en lien avec les religions, parce que moi j'ai beaucoup de problèmes avec les religions, comme vous pouvez l'imaginer. Mais bon, leur expérience est intéressante. Intéressante, bien sûr. Et puis il y a quand même des bons petits trucs dans les religions pour garder sa pensée bien droite. Il y a de l'expérience. Voilà. Et il y a aussi des sacrifices d'animaux. Dans certaines religions, oui. Donc c'est pour ça qu'elles sont à l'évidence, les grandes religions monothéistes occidentales, en tout cas, sont complètement obsolètes pour moi. Elles ont été inventées il y a des millénaires, à une époque où il n'y avait pas Google, quoi. Donc c'est pas très sérieux de se référer à ça, même si les débats philosophiques qui existent dans l'étude de l'Ancien Testament, chez les Juifs notamment, sont en fait des débats philosophiques. Qui fonctionnent sur le principe de la contradiction. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de trouver toujours la bonne contradiction et de montrer qu'en réalité, tout n'est que vanité et que rien n'a personne n'a jamais raison. Oui, le juste milieu. Que le juste milieu, je crois que dans le fond, il est quand on est à l'écoute de soi-même. Et moi, quand je suis à l'écoute de moi-même, la première chose que j'entends, c'est que j'ai aucune raison de consommer des œufs, parce que les œufs, c'est
produit dans des conditions épouvantables, parce qu'on sélectionne les poules pour qu'elles pondent 9 mois au lieu de 3, donc elles se défoncent le corps. De toute façon, on les tue au bout d'un an alors qu'elles pourraient en vivre 6, parce que 99% des poules, contrairement à ce qui est marqué sur le paquet, elles ne vivent pas en plein air, et puis surtout parce que dans les élevages de poules pondeuses, on tue par broyage vivant tous les poussins mâles. Donc, parce qu'ils ne vont pas donner de poules pondeuses. Donc tout ça... On va essayer de terminer d'une façon écoutez, plus... excusez-moi, mais... C'est la vérité, moi, d'accord. ce que j'entends quand je suis à l'écoute de moi-même, c'est cette réalité-là. Ouais, il faut arrêter ça. Là, ça faut arrêter ça. Je le sais. Et là, je suis en lien avec moi-même parce que je suis honnête avec moi-même. Et je vais être honnête avec vous. Je sais que il y a des batteries d'œufs qui sont produits, je dis une bêtise, dans le Poitou. Les œufs partent en camion en Bretagne pour être en couveuse. Dès que les poussins ont 3 jours, ils repartent après à Strasbourg pour être conditionnés en je sais pas quoi poulet pendant 3 semaines à usage intensif. Et puis après, c'est les jeunes poulets qui sont vendus à droite à gauche pour être rôtis. C'est une horreur. D'une manière générale, toute la production animale est un mensonge. C'est-à-dire qu'on nous vend du greenwashing. C'est pas bon. On nous vend des choses qui vont... par exemple, tout le côté vert, tout le côté bio, tout ça, c'est une manière de déculpabiliser les gens. Ce n'est pas une manière de protéger les animaux. C'est pour ça que la seule réponse sérieuse à cette épouvante, c'est de cesser la consommation de tout produit animal. Faire moins que ça, c'est de l'hypocrisie, c'est se mentir à soi-même. Okay, Émeric Caron, avec qui j'ai eu une discussion sur ce sujet-là, disait une chose très simple qui m'a marqué. Il m'a dit, de toute façon, c'était dans un débat avec des députés, on parlait autour d'une table, et il nous a dit, si vous voulez réellement produire des animaux sans souffrance, ça va coûter 10 fois plus cher. Donc si vous voulez faire ça, c'est non seulement éthiquement insupportable, mais en plus c'est politiquement un truc d'extrême droite, c'est réservé à l'élite des riches. Donc c'est pas défendable. On ne peut pas produire des animaux sans souffrance. Donc il suffit de passer à autre chose. Et si vous faites, comme la télé belge l'a fait, des tests dans les rues, que vous faites goûter du poulet vegan aux gens, tout le monde trouve ça délicieux et personne n'a remarqué que c'était pas un vrai animal. Donc allons-y quoi. Allons-y. Bruno Blum, qui n'a rien à voir avec Léon Blum, hein, c'était pas la même famille. Alors écoutez, si vous voulez que je raconte l'histoire des Juifs de Lorraine, il faudra faire une autre interview parce que je risque d'être un petit peu long. Mais oui, il y a des liens avec Léon Blum dans ma famille, forcément, parce qu'on vient de la même région. Bon, Bruno Blum, encore un grand être donc sur Terre, avec la préface de Paul McCartney. Ah, bon, c'est quelques lignes, mais c'est toujours... C'est sympa ça. Vous le connaissez vraiment, Paul McCartney ? Je l'ai rencontré quand j'étais en Angleterre et que je travaillais pour le mensuel Best, qui était mensuel du rock. Et j'ai rencontré toutes sortes de rockstars, et j'en passe et des meilleurs. Et il est très frappant de voir que dans les artistes anglo-saxons, dont Paul McCartney, les Beatles étaient végétariens et véganes après, à l'exception de John Lennon qui a eu une période où il a repicolé, mais il mangeait macrobiotique la plupart du temps. Il y a beaucoup d'artistes, notamment anglais, et j'en ai rencontré certains comme Lenny Kravitz par exemple, ou Chrissy Hynde, ou qui vous voulez, il y en a vraiment beaucoup quoi. Qui sont, oui, bon, ça n'empêche pas de mourir aussi, hein. Prince il était végétalien et il est mort quand même. Mais le but n'est pas de devenir immortel. Non mais on laisse sous-entendre qu'on est en meilleure santé. Bon, mais néanmoins quand même on peut y passer. Linda McCartney, hélas... Prince est mort en l'occurrence d'une overdose de médicaments qui était liée à une douleur qu'il avait parce qu'il dansait trop, il commençait à être âgé, et qu'il avait un problème musculaire ou osseux, je sais plus, et il prenait un truc pour supporter la douleur, il a pris une dose trop forte de ça. Donc ça n'a rien à voir avec son alimentation. De la route, oui, on peut dire pareil. Et encore une fois, on n'abolit pas l'esclavage parce que ça pollue les rivières, ou parce que c'est mauvais, ou parce que ça donne des boutons. Tout simplement parce que c'est mal, voilà. Mais oui, et il est tellement facile de bien faire et de passer à autre chose. Vous voulez que je vous sorte des paquets de substituts d'œufs, des gâteaux véganes ? Ne sortez plus rien, vous allez avoir du mal à arrêter de les manger. On a dépassé l'heure, mais je vous serre la main car vous m'avez convaincu. Et voilà, un vegan de plus. Bravo, donc de viandard à vegan aux éditions Mama. Bruno Blum, et à très bientôt pour d'autres discussions avec plaisir. Merci.